Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Aujourd'hui, je reçois Coralie de l'agence My Green Event. Elle est spécialisée dans les mariages éco-responsables et on va voir tout ça avec elle. Bonne écoute. Alors bonjour Coralie et merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter au cours de ce podcast. Donc je vais d'abord te demander de te présenter et de nous dire comment tu en es venue à faire ce joli métier de wedding planner. Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et de pouvoir parler, effectivement de ce joli métier. Je m'appelle Coralie, je vis à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. J'ai lancé mon activité de wedding planner, en 2017, et depuis, en fait, j'exerce, voilà, donc le métier de event planner, mais c'est beaucoup plus des mariages que je fais et je me suis spécialisée dans les mariages éco-responsables. Alors c'est justement pour cette thématique qu'on t'a invité, le mariage éco-responsable. Et du coup, ouais, moi je voulais savoir ce qui t'avait. Est-ce que tu y as pensé dès le début? Est-ce que ça a été un déclic au cours bah, de ta, de ta pratique? Qu'est-ce qui t'a fait en fait passer le cap et te positionner vraiment sur les mariages 100% éco-responsables, comme tu dis sur ton site? Ouais, alors ça a été une évidence en fait, parce que j'avais ce projet de me lancer dans l'organisation d'événements depuis de nombreuses années et il me manquait ce petit quelque chose en plus, cette valeur ajoutée, et en fait, je l'ai trouvé vraiment naturellement parce que ça fait partie de mon mode de vie. Dans ma vie quotidienne, voilà, je suis végétarienne depuis de nombreuses années. À la maison, on fait beaucoup de nos produits, ménagers, on les fait, voilà, en mode zéro déchet. On fait aussi attention à ce qu'on mange, on a la chance d'avoir un potager. Enfin voilà, et ça s'est inscrit vraiment naturellement dans ma démarche. Et puis quand je me suis lancée, j'ai regardé ce qui se faisait déjà et j'ai trouvé en fait que, en tout cas dans ma région, ça n'existait pas encore. Et je me suis dit, bah allez, banco, on y va, quoi. C'est pour ça que tu mets sur ton site que tu es la première wedding planner C'est ça, spécialisée dans les mariages éco-responsables en PACA. tout à fait. Ouais, c'est bien, c'est surtout que je pense que dans ce métier-là, c'est bien d'avoir un positionnement comme ça marqué. Hem et puis, je pense que c'est dans la mouvance, non? Il y a, et tu me contrediras si je me trompe, mais j'imagine qu'il y a de plus en plus de couples qui viennent te voir par rapport à ton positionnement ou est-ce que c'est encore marginal justement? Ça a été la grande surprise quand je me suis lancée, puisque comme je n'avais aucun chiffre, voilà, quand j'ai fait mon business plan, j'avais vraiment pas grand-chose à montrer. Je savais pas comment allaient réagir les futurs mariés et ça a été, voilà, vraiment un soulagement quand j'ai eu des premiers appels de mariés qui m'ont dit: «Oh, mais on a trouvé votre site, on savait pas du tout que ça pouvait se faire, un mariage éco-responsable, on adore l'idée, c'est vraiment ancré dans nos habitudes et on adore et voilà et on est super content et on voudrait en savoir plus et ça vraiment c'est ce que j'adore dans mes mariés, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que dans les demandes de contact que tu reçois, tu dirais que tu en as à peu près, combien qui sont vraiment, liés à ce positionnement-là, heu, par rapport aux demandes un peu plus génériques? J'ai envie de te dire que c'est, quatre 99 quasiment. Ah oui, 99, ah oui Ah ouais, d'accord. ouais, ouais, c'est vraiment et j'ai cette chance-là d'avoir des clients qui sont vraiment, voilà Ça doit sur, pas être compliqué à closer du coup, non, c'est ces ça, clients-là quand ouais. ouais, Bah, après, il y a toujours une question de budget, et cetera, mais en tout cas, ouais, bien quand sûr. on échange, on se comprend tout de suite, c'est fluide et ça, c'est voilà, c'est du pain béni, quoi. C'est peut-être parce qu'aussi tu as poussé ce positionnement-là à fond, un peu partout sur tes réseaux, sur ton site, heu, ce qui fait que dans toute ta communication, tu es 100 basé là-dessus, non?
Ouais, 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 puis je pense que, tu vois, quand tu le vis au quotidien et quand ça transpire de ton être, je pense que c'est tout naturel après que, voilà, ça c'est simple et c'est ça qui fait aussi beaucoup de choses. Et donc tous les couples qui te contactent, ils sont eux aussi un peu comme toi, ils sont dans un mode de vie, entre guillemets «très, très bio», très écolo et c'est ça qui les pousse derrière à organiser un mariage qui leur ressemble ou c'est plus parce qu'ils ont vu aussi, des reportages ou des images ou des choses qui leur donnent Je envie d'organiser ce genre de mariage? Je te dirais les 2, parce qu'il y a vr j'ai de tout au niveau de mes mariés, de mes clients. J'en ai qui sont à l'autre bout du monde, c'est des expats. Donc du coup, par exemple, j'en avais qui étaient, du côté de Oman, près de Dubaï et là-bas, au niveau, développement durable, je pense qu'ils sont pas les plus avancés, on va dire. Mais que voilà, quoi, ils avaient envie de se marier, en Provence parce que c'était leur lieu d'origine. Ils avaient vraiment envie, ben, voilà, de compenser, on va dire, cet aspect de leur vie pour leur mariage. Quand j'ai d'autres clients qui sont issus, bah, de Provence, qui du coup ne bougent pas et veulent faire, un mariage le plus respectueux possible de l'environnement. Il y a de tout. Ah ouais, c'est vrai que je pensais pas à ceux qui ouais, à ceux qui voulaient entre guillemets «se donner bonne conscience» parce qu'ils vivent dans des endroits où c'est très pollué et qui veulent un peu rattraper ça avec leur mariage. Ouais, c'est Et un peu ouais, comme la prime carbone, c'est ça. il faut compenser. Ouais, c'est cool. Hem Et donc, ouais, j'imagine que que ceux qui se marient et qui sont en Provence, il y a aussi cette notion de, bah, j'ai envie de faire travailler les prestataires locaux. C'est un peu aussi ce que tu mets en avant sur ton site, j'ai l'impression. Et donc c'est ça, toi, du coup, pour tes mariages, tu fais aussi en sorte de ne travailler qu'avec des prestataires au niveau local et pas aller chercher, des prestataires ou des produits trop loin, En même pour les fait, menus? o ouais, enfin, on a la chance en Provence d'avoir une terre tellement riche de créateurs et même au niveau alimentation, hein, on a des producteurs locaux Mmh. qui sont merveilleux. Il y a on est entouré même pour les fleurs, on peut faire des fleurs, régionales, du côté du Var. Enfin, il y a tellement de choses possibles en Provence que ça ne me viendrait même pas à l'idée d'aller chercher un prestataire qui soit, plus loin que la région PACA, quoi. C'est Et donc, ce qui veut dire que tu organises tous tes mariages au niveau de la Provence. Tu organises pas de mariage plus loin? non, C'est soit des expats qui veulent se marier en Provence ou soit déjà des gens qui habitent en Provence c'est et qui ça. veulent se marier sur place. Ouais, moi je reste, très, très locale, je suis née à Aix, je suis toujours à Aix et je suis juste partie 2 ans d'Aix, c'était pour aller à Marseille, donc pas très loin, tu vois? Comment tu fais alors pour te faire connaître? Tu m'as dit que tu avais des appels, est-ce qu'il y a encore un devoir d'éducation à faire justement sur les mariages éco-responsables pour faire prendre conscience aux gens que ça existe? Ou est-ce que tu as plus du tout ce travail à faire et que la majeure partie des contacts que tu reçois, sont des contacts entrants, qui te trouvent via ton site ou tes réseaux, par exemple? Alors les personnes qui me contactent par mon site, bah, du coup découvrent, la plupart quand même qu'on peut faire des mariages éco-responsables. Donc après ils me posent des questions, ils me disent: «Mais alors, vraiment dans le détail, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire?» Donc là je leur explique un petit peu, mais c'est vrai que je trouve que le mariage éco-responsable est pas encore assez connu. Et c'est pour ça que, bah, du coup, moi, c'était super sympa de recevoir, ton invitation pour en parler sur un podcast parce que on en parle encore trop peu, je trouve. Et il a besoin d'être mis en lumière, ce mariage qui fait du bien à la planète, surtout en ce moment avec tout ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, c'est aussi important d'en parler et de dire que c'est pas forcément un mariage qui va être, plus cher, ou qui va être, juste, assis sur des bottes de paille à manger des graines. C'est pas du tout ça. C'est un mariage comme un autre et ça se voit, je pense, du coup, sur les photos que je peux publier sur Instagram ou sur mon site. Limite, on ne se rend pas compte que c'est un mariage qui a été pensé dans une démarche éco-responsable en voyant les photos. C'est l'objection que tu as, d'ailleurs, de tes prospects? Ceux qui te posent ces questions-là, justement, est-ce qu'ils ont peur, que ce soit un mariage, soit au rabais ou soit un peu limité par rapport à tout ce qu'on peut faire? Ouais, certaines fois, surtout au niveau de la réception et du traiteur, on me dit:
Mais du coup, si on fait un repas, par exemple, végétarien, les gens, nos invités, ils vont avoir faim à la fin du repas, et après voilà, c'est à moi de les rassurer et aussi aux traiteurs de leur montrer qu'en fait, on peut tout à fait faire une réception 100 sans viande et sans poisson et que pour autant les invités, se régaleront et n'auront plus faim à la fin du repas, quoi. C'est quoi justement un mariage, éco-responsable? Parce que moi, quand j'y pense, je me dis, bah, déjà au niveau des déchets, Mmh. j'imagine qu'il y en a moins, peut-être aussi au niveau des fleurs, au niveau de l'énergie que tu utilises, je sais pas. Hem, Au-delà de toutes ces choses un peu, un peu bateau, je pense qui viendra dans la tête de tout le monde, il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas et qui peuvent être intégrées dans un mariage éco-responsable? Ouais, en fait, si tu veux, un mariage éco-responsable, c'est on prend exactement la même base qu'un mariage classique et on essaye de trouver des alternatives. Donc, par exemple, ça va être au moment de choisir le lieu de réception, bah voilà, on va essayer déjà de trouver un lieu qui n'est pas trop loin de la mairie s'il y a un mariage civil, Mmh. pour éviter, de générer énormément de gaz à effet de serre, pour le déplacement de 150 personnes dans, 90 voitures, tu vois? Voilà, c'est des petites choses comme ça. On peut aussi aller plus loin en prenant un lieu bah, bon, forcément, qui fait attention à ses déchets, qui a, par exemple, un domaine viticole bio, qui, du coup, qui ne traite pas. Heu, bon, ça, c'est pour le lieu de réception. Après, tu as le traiteur. Voilà, un traiteur qui travaille avec des producteurs locaux, qui peut faire un menu 100 végétarien sans qu'on manque, à la fin du repas. Qui va faire aussi attention à la vaisselle qu'il utilise, que ce soit pas, voilà, de la vaisselle, jetable en plastique, éviter, tout, surtout pour l'apéritif, tous les contenants en plastique à usage unique, ça, c'est une aberration. Ça va passer aussi ensuite par, bah, oui, les fleurs, prendre des fleurs déjà de saison, c'est la base. Ensuite, locales si possible. Peut-être prendre, plus des fleurs séchées qu'on va pouvoir réutiliser ensuite en décoration chez soi. Enfin, ça passe vraiment par, en fait, tous les postes d'un mariage classique. Tous les postes peuvent être, aménagés, pensés différemment pour, voilà, éviter, de faire trop de mal à la planète. Est-ce que tu as eu du coup des fois des demandes un peu folles par rapport à ça, ou des choses que tu pas pu faire? Parce que c'était trop parce que c'était trop ambitieux par exemple ou parce que les traiteurs ou parce que certains prestataires sont pas encore prêts aussi? Parce qu'il y a ça aussi je pense, Ouais. peu il y a il y a le fait, ouais, de penser peut-être à des alternatives, mais derrière tu dois te heurter parfois j'imagine, aux prestataires, à ceux qui vont réaliser la prestation et qui peuvent te dire parfois: «Bah non, moi je peux pas» ou «Bah non, j'y ai pas pensé», ça arrive encore beaucoup ça, ce genre de situation? Non, ça arrive pas souvent parce que quand même maintenant je commence à bien connaître les prestataires avec lesquels, j'ai l'habitude de travailler. Je connais un peu leurs limites et j'arrive à anticiper auprès des mariés, des demandes qui seraient un peu trop extravagantes, mais je m'adapte aussi à la demande des mariés. C'est le plus beau jour de leur vie et je me vois pas du tout leur imposer de changer leur plan d'action ou de changer leurs envies parce que ce n'est pas éco-responsable. Il y a aussi voilà, cette balance qu'il faut garder en tête, c'est que c'est le plus beau jour de leur vie. Il faut qu'ils soient à l'aise avec leur journée, il faut que ça leur ressemble et d'imposer quelque chose qui n'est pas eux, moi je me sens pas du tout à l'aise avec ça. Donc on joue sur cette balance-là. La plupart du temps, ça se passe très, très bien. Mais voilà, des fois, bah, plutôt que de louer une voiture électrique, pour venir à l'église, les mariés ont envie de prendre, la vieille voiture de leurs grands-parents et dans ce cas-là, bah, c'est ça qui passe avant tout. Ouais, je comprends et au niveau de justement de ces demandes, un petit peu extravagantes, il y en a qui te viennent en tête? Écoute, le tout premier mariage que j'ai fait, c'était un mariage qui était, dans un lieu, privé, qui appartenait à la famille, du marié, qui n'était du coup pas du tout, pensé pour recevoir 80 personnes. C'était une vieille bâtisse avec, un système électrique, qui était, enfin à peine on allumait la lumière, ça s'éteignait donc
c'était super compliqué. Il a fallu, bah, penser, voilà, pour le traiteur et pour le DJ, pour la réception, à faire venir de l'électricité et suffisamment d'électricité pour maintenir la réception comme il fallait. Et c'est vrai que le groupe électrogène, on s'est dit: «Ouais, mais ça fait du bruit, c'est pas forcément, ce qu'on attendait». On a essayé de trouver une solution, ça a été très, très compliqué et au final, on a réussi, mais ça nous a pris énormément de temps pour ne pas passer par un groupe électrogène et en fait, augmenter le débit auprès d'EDF, qui nous a fait un compteur de chantier, enfin tout un truc. Ça a été hyper intense. Je suis maintenant très calée en triphasé et cetera, donc c'est voilà, mais c'est de C'est ces l'avantage de ce métier, petites, c'est qu'on en apprend bah, aussi, ouais, je pense, c'est ça, voilà. C'est ça ouais, ouais. et c'est ça qui est en fait, chaque mariage est différent, on apprend constamment et il faut aussi constamment se remettre un petit peu, voilà, sur les rails et aller plus loin dans plein de choses et c'est ça qui est c'est passionnant. Moi, j'aimerais aussi qu'on revienne sur ton parcours, parce que j'ai vu quelque chose d'intéressant, sur ton site aussi, c'est que Ouais. tu venais du domaine du web marketing. Oui. Alors, c'est marrant parce que moi d'ailleurs, mon autre activité d'ailleurs, c'est du web marketing aussi puisque bon toi, on va y venir, mais toi, tu es plus du domaine du SEO, donc le référencement, hein, c'est ça, Mmh. des sites, sur Google. Moi, je travaille avec Google aussi, mais au niveau de la publicité, donc c'est un peu Ouais, c'est pareil, hein, je connais bien le complémentaire. domaine. Voilà, ouais, ouais, c'est tout à fait complémentaire. J'ai vu que tu avais fait 6 ans en tant que chargé SEO, dans une agence, hein, je crois. Ouais, c'était une start-up, Et c'était une petite start-up marseillaise. et justement, je me disais, bah, que ça avait bien dû t'aider, non, au lancement de ton activité de te rendre visible. Et puis justement, hein, c'était ma question, c'était de savoir si justement tu avais utilisé toutes tes compétences en SEO pour te faire connaître en fait dans tes débuts? Et bah, tu sais, on dit que c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Donc en fait, ouais, bah, maintenant c'est plus que 6 ans, hein, parce que j'ai pas forcément mis à jour, le site, depuis un moment, mais j'ai fait des études en communication et en marketing et réseau de communication, et j'ai travaillé, bah, après j'ai eu la chance de travailler dans une start-up marseillaise qui m'a énormément appris, dans le domaine du e-commerce, du e-tourisme plus précisément. Et j'y suis restée, bah, de ouais, près de 7 ans, en fait. J'ai appris toutes les bases du référencement naturel, donc comment bien référencer un site sur internet et bon, la plupart du temps Google, hein, on va pas se le cacher et ensuite, bah, du coup, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir les bases pour, une fois que j'avais mon site internet, bien le référencer. Mais c'est vrai que j'y passe pas non plus, plus de temps que ça parce qu'en fait, c'est voilà, c'est je fais le minimum et je pourrais avoir C'est tellement du d'autres choses à c'est du temps, ouais. Enfin, ce qui m'a un peu sauté aux yeux aussi, j'ai vu que tu avais pas mal de parutions presse, hein, sur ton Mmh, site. J'ai aussi vu que tu étais passé dans un reportage sur M6, je crois tu as eu aussi un ouais. article, Madame Le Figaro. Est-ce que aussi ça joue? Est-ce qu'on n'est pas avec le mariage éco-responsable, dans des mariages qui deviennent entre guillemets «un peu tendance» Si, et toi ouais. étant entre guillemets «parmi les seules» ou parmi les pionnières dans ce domaine-là, est-ce que ça te permet pas aussi d'avoir comme ça des coups de projecteur, hein, de temps en temps par les grands journaux, magazines? Si, 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 c'est vrai que ça a été aussi une grande surprise quand je me suis lancée, c'est de voir l'engouement que ça avait pour la auprès de la presse. Le reportage sur M6, j'ai eu la chance d'en fait, de passer sur M6 au JT du 12:45, parce que j'ai participé à un salon du mariage qui était un salon qui était dédié au mariage éco-responsable dans ma région et ça a été, voilà, un coup de projecteur, immense pour tous les acteurs de ce milieu-là, hein, du domaine du mariage éco-responsable et après ouais, auprès de Madame Figaro, pareil, c'est sûr que quand on t'appelle et quand on te dit qu'on va faire un article sur toi, sur ton travail, c'est hyper gratifiant et des fois, bah, tu forcément un peu le syndrome de l'imposteur. Tu te demandes: «Mais en fait, pourquoi ils m'ont choisi?» et après bon, Eh c'est bien, c'est que tu hyper dois bien bien être parce que référencé pour le coup, s'ils te trouvent. ouais, ouais, Heu, ouais. du coup, tu as rien fait pour ça? Enfin, c'est à chaque Ben fois, non, c'est les non? c'est le bouche Bah, à c'est oreille, ça. je pense, tu sais, ça fait aussi beaucoup, hein, il y a pas que le référencement.
Et t'as vu des retombées? Après, par exemple, ouais, le reportage sur M6, par exemple, est-ce que tu eu des demandes suite à ce Alors genre de passage dans ouais. la presse et dans les médias? J'ai vu, bah, j'ai suivi un petit peu mes statistiques, sur mon site internet. J'ai vu effectivement qu'il y avait eu un pic de visites, mais rien ensuite qui a transformé en demande de contact ou d'information. Après, c'est parce que c'est très national, hein, le JT de d'M6 au 12:45 et Madame Le Figaro, c'est pas forcément un niveau local, vu que moi je suis très Provence. Voilà, c'est pas mais c'est toujours très bon Après, à c'est bien prendre parce que ça doit participer quand même au fait que ça rentre dans les mœurs et puis des gens qui ont ouais. sûrement vu ce reportage maintenant seront peut-être amenés à te recontacter plus tard, quand ils se seront décidés. Après, c'est vrai que le Ah mariage, oui, non, mais tu te décides pas de te marier après avoir vu un reportage, ça c'est sûr. oui, c'est Mais pas l'achat compulsif que tu vas faire, quand tu vois une pub pour des chaussures, quoi. c'est ça, c'est ça. Maintenant, je voulais qu'on parle un petit peu de l'actualité, hein. On est début décembre, au moment où on enregistre cet épisode en plein covid encore. Et plein confinement Hem, encore. Plein confinement, c'est vrai. Est-ce que toi, tu as fait évoluer, tes services ou autres? Comment est-ce que tu vis la période actuelle? Alors, je vais pas te le cacher que c'est une période qui est très, très compliquée pour le domaine de l'événementiel, hein. Tu dois un petit peu le savoir, je pense. Suite au premier confinement, enfin, il y a eu la première partie du confinement, en fait, comme on savait pas trop ce que c'était ce Covid-19, on savait pas où on allait, on attendait un peu, en fait, hein, de savoir, ce que ça allait donner, donc il s'est pas passé grand-chose et puis quand on a vu que ça commençait à persister, que le confinement était encore une fois, renouvelé, là, les mariés et c'est tout à fait normal, je les comprends, ils ont un peu commencé à se poser des questions et à se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on fait avec notre mariage, de 2020? Est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on décale?» Et ça a été une période qui a été dense, très, très dense parce que moi 2020 ça devait être la meilleure année depuis mon lancement. Donc j'ai quand j'ai vu que le vent tournait, forcément j'ai été un peu, ça m'a un peu attristée et après j'ai eu énormément de travail parce qu'il a fallu, décaler toutes les dates, essayer de trouver les meilleures solutions pour les mariés pour pas que voilà, qu'un mariage d'été se fasse en hiver. C'est tellement déceptif pour eux. Ils se projettent, alors en Provence, c'est 1 an et demi, voire 2 ans avant. Donc tu imagines à quel point, enfin, émotionnellement, c'est très, très compliqué. Donc on a travaillé très dur avec tous les prestataires qui m'ont accompagnée et ils ont été vraiment tous géniaux et ça c'est super parce que c'était compliqué et puis là, on est arrivé à un deuxième confinement, et là, en fait, on repart dans cette même, voilà, dans cette même morosité de, bah, est-ce qu'on décale, est-ce qu'on annule? Sachant que moi, sur la période de la saison 2020, je n'ai fait qu'un seul mariage. J'ai eu la chance déjà d'en faire un, c'est déjà pas mal, parce que je sais que j'ai des consoeurs qui n'en ont fait aucun. Moi, j'en ai fait un en septembre et on est vraiment passé entre les gouttes, entre le moment où il n'y avait pas encore le couvre-feu et le moment où on pouvait, se faire des réceptions à plus de 200 personnes. Mais c'est compliqué. Et donc là, bon, parce qu'on va quand même, je pense, on va en voir le bout. Et là, pour 2021, ouais, il y a des mariages qui, du coup, devaient être sur 2020, qui sont décalés en 2021. Comment est ton planning là? Alors 2021, ça va s'annoncer une année très particulière parce qu'en fait, on va devoir, je pense, parler au nom de tous les prestataires, travailler, faire des mariages à la fois en semaine et en week-end. Moi, sur 2021, l'année prochaine, j'ai des mariages le jeudi, le vendredi, le samedi et même le dimanche. Alors que sur une Dans la même année, semaine ou quand même oh ouais, sur des alors semaines non, différentes quand même? j'ai quand même essayé de les dissocier, mais c'est pour te dire que à quel point je pense que l'année 2021 va être assez, intense et voire épuisante pour certains prestataires qui ne vont pas arrêter. Parce que quand tu travailles à la fois la semaine et le week-end, il te faut quand même des jours de repos. On est humain quand même.
Et ça va être, ouais, ça va être très intense. Après, on a la chance en Provence d'avoir une saison qui est assez, étendue. Ça va de avril-mai à octobre. Mais déjà là, par exemple, tu vois, on est en décembre et j'ai des mariés, du mois de mai qui commencent à se poser des questions sur leur mariage, sur la tenue de leur mariage. Donc, on moi, je pense que on n'en est pas encore totalement sorti. Il va se passer encore beaucoup de choses, surtout avec le vaccin et cetera. Mais on n'est pas encore totalement, voilà, il y a pas encore le soulagement et se dire: «Ça y est, c'est fini, c'est derrière nous». En tout cas, le domaine de l'événementiel, un peu comme les restaurateurs, hein, on est un peu toujours sur la sellette à attendre, des annonces du Mmh. gouvernement. Après, c'est sûr qu'il y aura aussi un effet de rattrapage, hein, et tu le dis, tous ceux qui ont eu une année, presque blanche là cette année et qui vont se voir, c'est vrai, obligés de bosser, 2 voire 3 fois plus l'année prochaine. En fait, ouais, Hem, on va faire 2 saisons en une. Et en espérant que les prestataires puissent, passer l'hiver parce que, voilà, on prend des acomptes, généralement assez longtemps à l'avance et quand on n'a pas le solde des prestations de la saison 2020 pour passer l'hiver, c'est compliqué pour une bonne partie des prestataires de l'événementiel, hein. et pour les lieux, du coup, parce que toi, alors si tu veux vraiment faire des mariages au niveau local, j'imagine que tu as pas non plus pléthore. Alors si, tu dois en avoir quand même un certain nombre, mais tu vas pas te retrouver à court de lieux si justement tu te restreins trop en termes de distance? Alors, enfin, vraiment, en Provence, il y a des lieux, mais partout, en fait. Des plus petits qui sont très intimistes parce que ça va être dans un mât provençal, par exemple, et où tu vas pouvoir recevoir une quarantaine de personnes. Mais après, tu as des châteaux qui sont là, tu peux en recevoir 200, 300 hyper facilement. Il y a une variété de lieux et une richesse de lieux qui fait que, pour l'instant, je me suis jamais retrouvée à ne pas trouver de lieu pour mes mariés. Après, là où ça bloque, surtout en Provence, c'est au niveau du budget. Au niveau du budget, quand tu trouves des lieux où, tu as quasiment le budget d'un mariage pour juste la location du week-end, tu fais le tri assez rapidement aussi dans les clients en faisant ça. Ah oui, tu as remarqué que c'est une région de France où les lieux sont plus chers qu'ailleurs, selon toi? Alors, je pense que c'est à peu près comme la région parisienne au niveau des tarifs pour les lieux. Mais oui, en plus chaque année, bah, c'est un peu pareil pour tous les prestataires, hein, mais les prix augmentent et en plus, bah, oui, forcément là avec là, pour 2021, c'est très compliqué de trouver un lieu qui est encore disponible, encore moins si tu si tu veux absolument te marier un samedi parce qu'avec tous les reports, ça n'existe quasiment plus en Provence en tout cas. Donc voilà, il y a cette double, complexité entre le budget et la disponibilité, et même pour 2022, il y a déjà des mariages qui sont reportés à 2022, hein, parce qu'il n'y avait plus de dispo pour 2021. Mmh. Et la question justement à 5 000 €, est-ce que c'est plus cher alors ou pas d'organiser un mariage éco-responsable? Non, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas forcément plus cher parce que tu fais des économies, en fait, sur plein de petites choses, que tu ne fais pas ailleurs et puis aussi l'avantage de passer par une wedding planner ou un wedding planner, c'est qu'on a des prix en passant par certains de nos partenaires, ce qui fait que, bah, voilà, tu réduis aussi considérablement l'enveloppe budgétaire d'un mariage, en passant par un professionnel. Bah, c'est encore, je pense, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est le fait qu'ils vont faire des économies, C'est ça. assez souvent, même en passant par un professionnel du mariage plutôt qu'à organiser, eux-mêmes, quoi. Oui, parce qu'en fait, sur le papier, c'est sûr que des honoraires de wedding planner, ça peut faire peur. On se dit: «Waouh, c'est pas on n'avait pas prévu ça». Mais en fait, quand on fait le ratio, du temps déjà que ça te fait gagner, de l'argent parce que, bah, voilà, d'un côté, tu as 10, de l'autre côté, tu as plus d'heures, pour le traiteur et pour son équipe, et c'est aussi surtout la sérénité ensuite, du jour J où, tu n'as rien à faire que de profiter de tes proches.
Tu pas à gérer, l'installation de la serviette et du porte-nom et de tes 150 invités. Voilà et ça n'a pas de prix, c'est vraiment cette valeur-là, quoi. Si là, demain, tu devais te lancer, avec tes connaissances, mais sans ton réseau et sans, et enfin, sans tes prestataires, sans ton site, sans ton réseau et que tu te lançais. Demain, Ouais. avec par exemple 5 000 € en poche, à quoi ressembleraient tes premiers mois d'activité? Qu'est-ce que tu ferais vraiment comme première action pour te lancer, le plus rapidement possible? Une bonne question. Je pense que je referais exactement la même chose que ce que j'ai fait, c'est-à-dire, en fait, quand tu te lances dans le monde du mariage, il te faut des enfin, surtout quand tu fais un métier qui est impalpable, où tu n'as pas de produit à montrer et à vendre, si tu vends un service, il te faut des photos, des images. Et ce que j'ai fait quand je me suis lancée en 2017, c'est de faire un shooting d'inspiration. Donc en fait, tu fais, tu prends des modèles, un modèle homme et un modèle femme la plupart du temps et tu fais un faux mariage, le condensé d'un mariage sur une journée où tu fais des photos, bah, voilà, de tout, du buffet, du gâteau, de la cérémonie laïque s'il y a une cérémonie laïque, de la mariée en robe, des préparatifs. Enfin, tu fais vraiment tout comme un vrai mariage pour avoir des visuels à ensuite publier, bah, voilà, sur les réseaux sociaux ou sur ton site. Mais je trouve que c'est hyper intéressant, en tout cas quand on se lance, de faire ça, parce que tu te rends compte que tu fais vraiment tout le travail que tu vas devoir faire ensuite pour un mariage, parce qu'il faut que tu trouves des partenaires, il faut que tu trouves un lieu de réception pour t'accueillir et ensuite le jour J, c'est hyper intense parce que voilà, tu as une équipe de 10-15 prestataires qui ont besoin eux aussi de ces photos pour, se faire connaître et il faut pas qu'ils soient déçus, un peu comme tes mariés, tu pas le droit de les décevoir parce que c'est le plus beau jour de leur vie. Bah, là, ces prestataires, tu as envie qu'ils soient contents des photos et tu as envie qu'ils les publient, forcément en te mentionnant et et c'est très, très riche, de voilà, d'expérience et moi, c'est aussi ce que je recommande quand j'ai des apprentis wedding planners qui m'appellent et qui me posent des questions un peu sur le métier. C'est ce que je leur conseille de faire, c'est vraiment avant de vous lancer, avant de penser à créer une société, à l'immatriculation, à des choses qui sont pas forcément hyper glamour, c'est de se lancer dans l'organisation, voilà, d'un véritable projet et ensuite, de le publier et de voir un peu les retours, ensuite des prestataires, sur ce projet, quoi. Et puis je pense que c'est aussi la manière de voir si tu es vraiment fait ou faite pour ça. Heu, de faire un Oui, mariage comme ça, même si c'est pour «de faux» entre guillemets, mais il y a tout le travail en amont qui doit être assez similaire quelque part. c'est ça Après, et puis même le après le il y a le jour J, tu as aussi les petits couacs, hein, que tu retrouves, sur un vrai mariage, hein. C'est par exemple, bah, tu as la maquilleuse qui est en retard parce qu'elle a un problème de voiture et ben, qu'est-ce que tu fais? Et là, c'est exactement comme dans la vraie vie quand c'est un mariage. Tu dois trouver des solutions, tu dois t'adapter sans cesse et c'est voilà, c'est vraiment, moi je le recommande à 1000 en tout cas quand on débute. Et combien faut compter à peu près pour un shooting d'inspiration? Alors c'est ça En aussi termes l'avantage, d'investissement? du shooting d'inspiration, c'est que normalement, si tu te débrouilles bien, tu dois amener à ce que chaque prestataire, en fait, travaille, bénévolement, on va dire, parce qu'ils vont tous avoir un intérêt. On va tous former une sorte d'équipe C'est un cercle solidaire. vertueux, ouais. Ouais, c'est ça. On est vraiment une équipe solidaire, on va tous donner alors les wedding planners, on donne du temps parce que c'est de l'organisation, mais bah, par exemple, le photographe, c'est pareil, c'est du temps qui va mettre à ensuite traiter les photos et le jour J à faire les photos. Le traiteur, bah, il va te fournir une pièce montée à photographier et donc ensuite, voilà, tu dois le mettre en avant. Pareil pour les fleuristes, hein, les décorateurs, ils viennent avec tout leur matériel, ils mettent tout en place, ils repartent ensuite avec tout leur matériel. Mais les fleurs, par exemple, les fleurs sur un shooting d'inspiration, moi, je sais que bien souvent, on me dit, bah, on va les jeter parce qu'elles ont été utiles pour les photos, mais là, je peux plus les revendre ou machin. Moi, ça me met hors de moi parce que je trouve que les fleurs, c'est tellement beau qu'on peut pas les mettre à la poubelle quand elles ont eu, 2-3 heures de vie et dans le mariage éco-responsable, c'est aussi, voilà, trouver des solutions pour tout ce «gâchis» entre guillemets. C'est-à-dire que les fleurs, même après un mariage et ben,
au lieu de les jeter parce qu'elles n'auront plus d'utilisation, on peut soit les donner à nos proches, aux invités, par exemple. On peut reformer des mini bouquets et les donner ensuite à un peu tout le monde. On peut aussi les donner à des associations, à des hôpitaux, à des EHPAD, ou encore en faire cadeau aux prestataires parce qu'ils ont fait un super boulot. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire plutôt que de jeter. Voilà, c'était la petite aparté. Non, non, mais tu fais bien de préciser parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, hein. Je pense qu'on n'y pense pas à tous les déchets, c'est vrai, à la fin d'un mariage, et puis moi le premier, hein, pour en avoir fait un en tant qu'invité il y a pas très longtemps, à la fin de la soirée et puis je pense que pour les mariés, c'est un peu pareil, bah, tu sors de ta soirée, tu qu'une seule envie, c'est d'aller te coucher, de profiter, puis le lendemain, bah, tu la tête ailleurs Ouais, et puis tu penses plus, c'est vrai, à ce à ce qu'ont pu faire les différents prestataires, bah, de tout ce qui a été utilisé pendant le mariage, en fait et oui, et je pense que c'est le genre de choses, c'est vrai qu'il faut penser en amont du mariage plutôt que le jour J et de se retrouver avec et de se dire: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait maintenant?» ouais, hem, ouais. mais ouais, ouais, c'est des très bonnes idées, c'est des très bonnes idées. Moi, c'est vrai que je suis fan de ce principe-là parce que c'est vrai que chacun y gagné au final, si en plus tu trouves des prestataires qui ont eux aussi envie de se faire connaître parce que peut-être que le prestataire qui est implanté, dans ton secteur depuis très longtemps, qui a déjà beaucoup de clientèle, il a peut-être moins besoin et ce serait peut-être un peu plus compliqué à convaincre. Quoique, hein, après je dis ça, mais Bah, je pas forcément parce que regarde, avec la période qu'on vit en ce moment, le peu de mariages qu'on a fait cette saison, on a quasiment tous besoin de communiquer sur des mariages parce que quand tu n'en as fait qu'un ou même quand tu n'en as fait aucun, tu as besoin, bah, de montrer des nouvelles choses sans cesse et ces shootings d'inspiration-là, en ce moment, ils aident un peu tout le monde. C'est c'est aussi ça, tu ouais, vois? c'est ça et puis aussi, enfin, ça peut être quelque chose aussi que tu peux faire, à chaque saison ou Mmh? chaque année, histoire même toi de renouveler un petit peu ton bah, ta proposition de décoration et cetera, Ouais. Et puis ton tu peux vraiment environnement, ton ambiance. tu peux choisir le thème que tu veux faire. En fait, le shooting d'inspiration, c'est le mariage idéal parce que on parle pas de budget la plupart du temps. Tu fais vraiment le thème que tu veux avec les prestataires que tu veux. Voilà, c'est hyper intense pour ça aussi parce que c'est le truc, waouh, quoi. Donc ce serait le conseil numéro un, c'est même avant le site, avant de lancer Ouais, ta boîte même, tu as dit, de oui, faire un shooting d'inspiration histoire c'est ça. bah, Bah, de histoire de te tester un tester, peu quoi. le métier, tout ce que ça implique, de voir aussi qu'un shooting d'inspiration, tu l'organises pas en une semaine, hein. C'est beaucoup plus long parce que comme pour un mariage, tu dois trouver la date parfaite pour tous tes prestataires. Donc c'est des allers-retours sur: «Oui, mais toi, tu es disponible quand? Ah, mais toi, tu es le matin et moi, c'est l'après-midi, donc attends, on va essayer de voir». Enfin, voilà, c'est le truc à faire avant tout, selon moi. Bon, bah, j'espère que toutes les apprentis wedding planner ont bien noté. Hem, Maintenant, ce que je voulais te demander, c'est s'il y a un outil, indispensable pour toi au quotidien. Ça peut être, une application sur ton smartphone, un outil que tu utilises, et qui te fait, bah, soit gagner du temps, soit qui te rend plus productive, enfin, voilà. Qu'est-ce que tu utilises au quotidien dans ton activité et dont tu pourrais pas te passer? Alors moi je suis sans cesse en quête d'outils comme ça. J'adore en découvrir des nouveaux, en tester et pour l'instant j'ai pas encore trouvé ma perle rare, tu vois? Qui comble tous mes désirs. C'est bon, Qu'est-ce que tu as testé pour l'instant? alors, pendant un long moment j'étais sur Trello et je sais que tu en avais parlé, lors d'un autre podcast. Mais Exactement, Trello ouais, tu pas la au seule. fi au final, voilà, c'était l'aspect carte que tu déplaces qui moi m'allait pas. Après là en ce moment j'utilise, Freedcamp, qui est plus sous une Freecamp? forme ouais, qui est plus sous une forme Comment est-ce que de tu écris ça? Bon, même si on mettra, hein, les notes enfin, alors, on mettra les liens dans les notes de l'épisode, mais, ouais, ouais, si tu c'est pouvais préciser un petit peu ce que c'est? FR2ED, CAMP, Camp.
et c'est un peu c'est tu te crées des projets, en fait, et dans tes projets, tu as une to-do list que tu peux cocher, sur lequel tu peux te mettre des dates, et la différence, voilà, avec Trello, c'est que c'est pas sous forme de carte, c'est vraiment sous forme de to-do, et moi, c'est ce que je préfère quand tu avances sur un projet, c'est de cocher que ça, tu l'as fait, et de voir ensuite ce qu'il te reste à faire. Tu peux ensuite filtrer tes tâches selon les priorités, et cetera, et c'est super intéressant. Et après, bah, j'utilise beaucoup, Canva pour tout ce qui est, Oui, visuel. Canva, c'est pour tes visuels, d'accord. Ouais, la formule gratuite, elle suffit amplement en plus, en tout cas pour moi. C'est une mine de vraiment de qui est très, très qui est super parce que tu as plein de choses qui sont déjà préconçues. Tu mets une photo, tu changes, c'est un peu le Photoshop, du débutant, mais qui est hyper complet. Après j'ai toujours, bah, des tu sais, les fichiers partagés Excel, ça je j'arrive pas à m'en séparer. C'est la base pour moi, les fichiers, surtout Google Drive, voilà, où tu envoies un lien, c'est partagé, c'est complété, ça va très, très vite. Et après, bah, Et j'ai donc mon toi, tu outil communiques de avec tes mariés ouais, tu par communiques avec tes WhatsApp. mariés, donc c'est WhatsApp, mais tout ce Ouais. qui est, fichier de suivi, tout ça, tu les partages avec tes fichiers Drive ou l'outil dont tu m'as parlé, la FeedCamp, ça Non, ça permet FreeScamp, aussi c'est de c'est vraiment que pour moi. Là, c'est que c'est pour toi? voilà, D'accord. ouais, ouais, ouais. Mais après avec les mariés, oui, bah, bon, hein, le mail, hein, reste encore, et toujours le mail, mais WhatsApp, c'est vrai que ça nous aide beaucoup, surtout quand ils sont à l'étranger, les mariés. Moi, je me fais un groupe où on est, bah, du coup, on est 3 dessus, et on parle, voilà, c'est à la fin, c'est un peu comme la discussion que tu peux avoir avec des copains, hein. On n'a pas d'heure pour s'échanger des idées, des suggestions, des réponses, et cetera, et ça nous fait gagner énormément de temps. Et je t'ai coupé, tu m'avais parlé d'un autre outil. Tu Oui, avais commencé à parler d'un autre outil. pour la facturation et les devis, tu sais, cette chose qui n'est pas forcément hyper sympathique à faire. Moi, j'ai trouvé un outil qui a été fait par des freelances et qui s'adresse aux freelances. Ça s'appelle Freebie, F-R-2-E-B-E, et D'accord. heu Je et crois que j'en ai entendu parler, c'est ouais. Et c'est vraiment super parce qu'en plus, ça te permet de savoir combien tu dois en cotisation, si c'est mensuellement ou trimestriellement. Tu peux déclarer directement depuis l'outil, tes cotisations URSSAF. En fait, voilà, c'est hyper simple, visuellement, hein. Tu pas 50 000 boutons. Ça te permet de faire tes relances, très facilement, de voir quand est-ce qu'il te manque, une facture. Enfin, voilà, depuis que j'ai trouvé ça, moi, je suis à fond. Ça devient un plaisir de Ah bah, faire ça devient des plaisant, c'est factures. ça. Ben C'est voilà, ça, ça devient plaisant de faire des relances et des ouais. devis. Non, non, mais c'est vrai que la facturation sur Excel ou autre, ça va un temps, mais dès que tu commences à te structurer et avoir une activité, bah, qui commence à être qui commence à être pérenne, c'est vrai qu'il faut Ouais, aussi puis s'équiper de tu ce genre d'outils parce que tu as avec vite la fait de perdre un facturation et les un devis peu de aussi, vue, ouais. t'as pas envie de faire des erreurs, à oublier de mettre une mention légale à la fin de ton pied de page parce que tu vois, enfin, c'est très rapidement, moi, en fait, je suis passée sur ce genre d'outil-là parce que justement, j'avais pas envie que ça me retourne, dessus parce que voilà, j'avais oublié un truc ou j'avais mal mentionné quelque chose, et j'ai préféré prendre un outil comme ça très rapidement pour tout cadrer et être sûr que limiter les risques, on va dire. Non, mais c'est top et on mettra un lien, vers tous les outils que tu as mentionnés dans Mais après, je l'épisode. pense que Comme voilà, ça, tous ceux on est tous différents, et il faut aussi trouver ah, chaussure c'est à son sûr. pied Ah bah, je pense en qu'il faut tester, testant, hein. et ouais, c'est ça. En fait, faut pas Mmh. hésiter, surtout que la plupart de ces sites-là, ils ont des versions gratuites. Oui, on va devoir mettre son mail, mais au moins comme ça, après, on teste vraiment parce que tu peux pas t'en rendre compte avant d'avoir, mis tes propres projets, et cetera. Ah, dans la gestion de projet, c'est vrai qu'il y a des outils qui vont et qui viennent et puis qui peuvent convenir à certaines personnes. Moi, je suis un peu comme toi d'ailleurs par rapport à Trello. Je préfère quand c'est des to do, Ouais, quand c'est des cases à cocher. Et puis c'est vrai que ça a été prouvé d'ailleurs que l'effet psychologique que ça fait de pouvoir de soit rayer ou rayer, soit ouais. cocher une case, c'est vrai que ça crée un petit Beh, shoot ça de dopamine, que ouais, tu pas et forcément ça te peut-être, quand motive tu du déplaces une coup. carte. Et ouais, ça te motive à faire la suite, quoi.
c'est ça. Quels sont tes, prochains objectifs et quels sont tes projets à 1, 2 ans, 3 ans pour ton entreprise? Alors, je vais croiser déjà très, très fort les doigts pour qu'on puisse faire une saison 2021 à peu près normale. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'on va pouvoir reprendre les mariages, alors même si ce sera pas comme avant, ça je pense que c'est sûr. Ils vont devoir, évoluer ces mariages, de l'année 2021, mais de pouvoir retourner sur le chemin du travail parce que moi, pour mon cas, c'est vraiment une passion et cette année, de ne pas avoir fait de coordination du jour J ou d'en avoir fait qu'une, ça m'a frustrée. Il me manquait vraiment cette excitation du jour J qui fait que j'adore ce que je fais, que je ne regarde pas ma montre quand je suis sur un mariage, que je travaille, pendant 12 heures d'affilée, limite des fois, sans manger, enfin c'est cet état d'esprit du jour J qui me manque énormément. Donc déjà si 2021, on peut revenir comme c'était avant, moi ça me va. Et après, écoute, non, j'ai envie de développer, toujours, faire connaître, le mariage éco-responsable, continuer et peut-être même susciter des vocations, tu vois? Là, en début d'année, 2021, je vais avoir une stagiaire qui va venir, qui va me suivre et je trouve ça hyper intéressant de partager avec elle, ben, déjà le monde de l'entrepreneuriat, ce que ça implique et puis ensuite, partager avec elle, le domaine du mariage, pareil, puisque souvent, on a l'image qu'être planner, c'est un métier facile parce que, bah, oui, tu as organisé peut-être le mariage de ta copine et ça s'est très bien passé, mais en fait, c'est un métier qui demande énormément d'investissement de soi parce que, moi, des fois, le soir, mes mariés, ils sont disponibles qu'à 21h30 ou 22h ou même des fois plus tard et il faut se rendre disponible pour eux à cette heure-là, parce que forcément, ils terminent le travail, ils ont couché les enfants et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de leur mariage. Donc, il faut aussi se rendre, disponible pour eux et c'est aussi faire une croix sur quasiment tous les week-ends, de ta saison, d'été, où tu pourras pas passer des barbecues avec tes copains parce que tu seras sur des mariages. Donc voilà, il y a le côté, paillettes, et glam, tout ce que tu veux qui est hyper sympathique, mais à côté de ça, c'est quand même des heures de travail qui sont intenses. Et beaucoup n'ont pas cette vision-là quand ils se lancent et c'est pour ça que généralement ils restent pas très longtemps sur le marché, quoi. Tu fais bien de préciser parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast et de ces Et oui, conversations qu'on a, c'est de faire prendre conscience aux gens que, non seulement c'est un métier, mais c'est aussi, c'est la gestion d'entreprise, donc il faut non seulement bien faire son métier, mais il faut aussi la faire perdurer en trouvant les moyens d'aller chercher des clients, d'aller les convaincre de travailler avec soi et cetera et ça aussi, ouais, c'est une part du métier que je pense parfois on peut avoir tendance à oublier. ouais, Parce trouver ton que, bon parce prix que pour c'est faire vrai tes que le côté un devis. peu exactement, voilà, trouver le Ouais, bon prix, aller trouver les bons clients, ne pas passer trop d'heures sur un mariage aussi, parce que tu l'as dit, c'est c'est ça, beaucoup d'heures un mariage, mais il faut pas non plus se tuer à la tâche, parce que derrière, on a une entreprise aussi à faire tourner donc tout bon, à c'est fait. toutes ces choses-là, je pense, qui demandent aussi à être, un peu plus partagées et bon, c'est bien parce que, à force d'avoir des conversations comme ça avec toi, avec d'autres wedding planners, on va arriver à aussi, je pense et c'est aussi l'objectif aussi de ce podcast, c'est de démocratiser le métier, en faire un vrai métier et pour que tous ceux et celles qui se lancent là, aient les bonnes cartes en main pour non seulement, se plaire dans ce métier-là, mais aussi faire en sorte de faire perdurer leur activité. Mmh. Ouais, mais moi, c'est des moments que j'adore, tu vois? Assez souvent, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me posent plein de questions sur le métier wedding planner et c'est avec grand plaisir que je leur réponds, mais je me voile pas la face et je veux pas non plus qu'ils se voilent la face. C'est-à-dire que je leur dis, ben, voilà, tout ce qu'on s'est dit avant, hein, que c'est un métier qui est pas forcément, hyper facile et bien souvent, elles me remercient des échanges qu'on a ensemble parce qu'elles se rendaient pas compte de tout ça et c'est pareil, hein, au début, quand tu te lances, en tant que wedding planner, tu vas pas être rentable, la première année. Il te faut quand même, C'est toujours compliqué, hein, peu importe l'entreprise, c'est vrai que c'est voilà, et oui. Et encore enfin, je trouve encore plus quand tu es wedding planner parce que tu as besoin du bouche à oreille. Quand tu fais bien ton travail, tu as besoin d'avoir des bons retours, avant que d'autres personnes te fassent confiance.
Tu vois? Quand tu as un produit, voilà, tu l'as vendu, ça s'est bien passé, tu peux multiplier ça, mais quand c'est un service, c'est tellement personnel que c'est encore plus compliqué. En tout cas, personnellement, je trouve. Bah et puis c'est un service aussi que tu vas produire sur la durée. C'est pas un service que tu fais le premier mois, tu as C'est ton ça, solde, là, c'est des gens qui viennent te voir et le solde de la prestation, j'imagine que tu le reçois, soit le jour du mariage ou soit quelques jours oui. après, ce qui fait que tu as pu Ah travailler beh, souvent des mois sur un projet de mariage et ben, il moi, faut avoir aussi les reins solides, il faut l'anticiper parce en général, que c'est un an et demi, voire 2 ans avant, hein. Donc, mmh mh. on a aussi le temps de construire avec les mariés une relation vraiment de confiance et à la fin, du jour J, c'est quand il y a pas le covid, hein, on s'embrasse et on se dit: «Oh là là, merci, c'était super» ou «J'ai adoré travailler avec vous» et c'est vraiment toute cet amour qu'on partage le jour J qui fait que voilà, c'est le meilleur des paiements en fait. Parce qu'à la fin, tu les vois heureux, ils sont sur la piste de danse, entourés de leurs proches et ils adorent ce qu'ils sont en train de vivre et ça, voilà, ça a pas de prix. Bon, on va finir sur ces très belles notes, d'optimisme et on va te Ouais souhaiter, le meilleur pour ton activité et puis tout plein de mariages, éco-responsables à suivre. et ben, merci à toi en tout En tout cas. cas, j'étais ravi de te recevoir. On te souhaite, encore une fois, tout le meilleur et je te dis, à une prochaine Merci, à bientôt. et à bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.